Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on parle de la rhubarbe. Le mot rhubarbe vient du latin ruburbarum, qui veut dire racine barbare. Pourquoi racine barbare? Bien, quand la rhubarbe est arrivée en Europe, elle était très appréciée des peuples étrangers, c'est-à-dire des barbares. Alors, c'est pour ça qu'on lui a donné ce nom-là. La rhubarbe est originaire d'Asie où on la cultivait au moins 3000 ans avant Jésus-Christ. On ne sait pas trop quand, mais elle est arrivée dans la Grèce antique au moins 2000 ans avant Jésus-Christ aussi. Et dans les deux cas, on la cultivait pour ses vertus médicinales. C'est au 10e siècle que la rhubarbe est arrivée en Europe par la route de la soie par des marchands arabo-persans. Plus tard, au 10e siècle, c'est le flamand Guillaume de Rebrouec, un franciscain, qui l'a ramené en Europe aussi. À la même époque, Marco Polo en fait mention dans son livre « Devises du monde ». Quand j'ai commencé à étudier la rhubarbe, les premières recherches que j'ai faites me disaient que Marco Polo avait ramené la rhubarbe en Europe au 16e siècle. Sauf que Marco Polo est né en 1254 et il est décédé en 1324. Donc, c'est impossible que Marco Polo ait ramené ça au 16e siècle parce qu'il était déjà mort. Pour le sorbet à la rhubarbe et aux fraises, on va avoir besoin de 3 tiges de rhubarbe fraîche ou 2 tasses de rhubarbe congelée, 1 tasse de sucre, le jus de 1 citron ou 1 cuillerée à table de jus de citron concentré, 1 tasse et demie d'eau, 2 tasses et quart de fraises congelées ou fraîches, un blanc d'œuf. Parce que c'est l'été qui s'en vient puis qu'on a envie d'un peu de fraîcheur, je vous propose une recette de sorbet à la fraise et à la rhubarbe. On commence par mettre un plat en verre dans le congélateur. Dans une grande casserole, vous allez mettre la rhubarbe, le jus de citron. On va ajouter le sucre et l'eau. Ensuite, on porte à ébullition et on laisse cuire jusqu'à temps que la rhubarbe soit bien défaite. À cette époque-là, du 13e au 17e siècle, la rhubarbe était toujours médicinale. C'est au 18e siècle que les Anglais l'ont inclus comme un légume dans leur alimentation. Oui, la rhubarbe, c'est un légume parce qu'on mange la tige de la rhubarbe. On ne mange pas sa fleur, ni sa graine, ni son fruit. C'est vraiment la tige qu'on mange. C'est pour ça que c'est un légume. Quand la rhubarbe elle est bien cuite et qu'elle a l'air d'une compote, on retire du feu. Je vais ajouter les fraises. Et j'envoie tout ça dans mon robot culinaire. On pourrait aussi le faire au pied mélangeur, ça irait tout aussi bien. Et voilà, j'envoie cette belle purée-là au frigo pour qu'elle refroidisse complètement. Et si vous avez fait votre purée dans un robot culinaire, prenez le bol du robot et mettez-le au frigidaire comme ça. Quand c'est complètement refroidi, on ajoute un blanc d'œuf et puis on va remixer ça jusqu'à temps que ça devienne vraiment mousseux. Si jamais vous échappez un petit peu de jaune d'œuf dans votre blanc, quand vous avez besoin de le faire mousser comme ça, vous pouvez aller le chercher avec votre coquille d'œuf parce que la coquille d'œuf, c'est la seule chose qui va
couper le blanc d'œuf pour que vous soyez capable d'aller récupérer le jaune qui traîne dedans. Et je vais le mélanger pour que ça devienne vraiment mousseux. Vous allez voir, ça va même changer de couleur, ça va pâlir aussi. Alors, j'arrête ça pour le moment. On a vu qu'il a pris un petit peu d'espace, il a gonflé un peu. C'est ce qu'on voulait. On va le mettre dans notre plat qu'on avait réservé au congélateur tantôt. Et je vais porter ça au congélateur pour un bon 3 heures. Au 18e siècle, la rhubarbe, elle a fait le tour de l'Europe. Et ensuite, c'est en venu au Québec. On ne sait pas, c'est pas clair dans l'histoire à savoir si c'est les Français ou les Anglais qui nous ont amené la rhubarbe. Ce que je peux affirmer avec certitude, c'est que dans les archives de l'Hôtel-Dieu de Québec, on retrouve dans les dépenses de la rhubarbe une seule fois en 1748. Mais on ne sait pas si les hospitalières y cuisinaient la rhubarbe ou s'ils la faisaient pousser dans l'enceinte de l'hôpital. On sait que cette rhubarbe-là était destinée à l'apothicarie, donc tout le côté médicament. C'est un petit peu plus tard, au 19e siècle, qu'ici, on l'a mangé comme légume et les Premières Nations en ont été friands et eux, ils l'ont très, très vite adopté. 3 heures plus tard, on va sortir ça du congélateur et on va passer un beau batteur dedans pour que notre sorbet reste floconneux. Alors, c'est juste comme ça. Je vais aller le reporter au congélateur pour un bon 2 heures et après ce 2 heures-là, je vais rebattre encore une autre fois et je vais l'envoyer à nouveau au congélateur jusqu'à temps que je sois prête à le servir. La recette de sorbet, je l'ai adaptée un peu parce que il y avait beaucoup plus de sucre dans cette recette-là. Alors moi, j'ai essayé de diminuer le sucre. Mais si on va en bas d'une tasse de sucre, parce qu'il y en a des gens qui veulent manger moins sucré, ce que ça va faire, c'est que le sorbet, il va faire plein de petits glaçons dedans. L'eau va figer dedans, puis la texture ne sera pas intéressante. Alors, la tasse de sucre, elle est importante pour que votre sorbet reste un peu mou pour qu'on puisse le manger. J'avais préparé un petit sorbet d'avance pour pouvoir vous le montrer. Alors, moi, je vous propose de sortir le sorbet à peu près une quinzaine de minutes avant de le servir. Alors, ce que ça donne, c'est des belles petites boules comme ça. Et ça, je vous le dis, pour ceux qui sont intolérants au lactose, c'est le dessert glacé parfait. Pendant tout le temps qu'on a utilisé la rhubarbe de façon médicinale, on l'a utilisé pour la paresse intestinale, la fatigue passagère, on l'a utilisé pour traiter les maladies vénériennes aussi. Aujourd'hui, la rhubarbe est un bel allié contre le cholestérol puisqu'elle contient beaucoup de psyllium qui facilite le transit intestinal. Pour le gâteau à la rhubarbe, on va avoir besoin de une demi-tasse de beurre température ambiante, un œuf, une tasse et demie de cassonade, une cuillerée à thé de vanille, 2 tasses de farine, une cuillerée à thé de bicarbonate de soude, une pincée de sel, une tasse de babeur ou de lait avec une cuillerée à soupe de jus de citron ou de vinaigre dedans, 2 tasses de rhubarbe, soit fraîche ou soit congelée, mais si elle est congelée, elle doit être égouttée. Première étape pour le gâteau à la rhubarbe, c'est de partir le four à 350 et de placer une grille au centre du four. Et ensuite, beurrer un moule de 9 pouces pour pouvoir déposer la préparation à gâteau dedans tantôt.
Dans un bol, on va battre les œufs, le beurre, le sucre et la vanille jusqu'à temps que le mélange devienne vraiment mousseux et onctueux. Alors voilà, c'est la texture que je voulais obtenir. Et là, c'est une erreur que beaucoup de gens font, c'est-à-dire qu'ils vont mesurer leur farine et de mettre dans leur plus grand bol. C'est pas la façon de faire, c'est de le mettre dans le bol plus petit et le plus grand bol, on va le garder pour vraiment tout faire notre mélange à gâteau. Alors, à ma farine, je vais ajouter le bicarbonate de soude. Et comme je n'avais pas de babeur, à ma tasse de lait, je vais ajouter une cuillerée à table de jus de citron et je vais mélanger. Le truc dans ça, c'est que pourquoi on met du jus de citron ou pourquoi on veut avoir un babeur, c'est parce que c'est son côté acide qu'on veut. Et ce côté acide-là va faire réagir mieux le bicarbonate de soude qui va vous donner une plus belle texture de gâteau. On va ajouter ce mélange-là au mélange d'œufs en alternance avec le lait de beurre. Et une alternance, c'est toujours 3 coups de farine pour 2 coups de lait. Quand la pâte à gâteau elle est bien mélangée, vous allez ajouter la rhubarbe à la cuillère de bois ou à la spatule pour éviter que la rhubarbe se défasse dans votre gâteau. Et là, ne faites pas l'erreur de mettre votre rhubarbe congelée directement dans le gâteau. Ça va empêcher le gâteau de bien cuire parce que justement, votre rhubarbe va être plus froide que votre gâteau. Il faut maintenant verser la pâte à gâteau dans le moule. Je vais mélanger la cannelle avec le sucre. Et je vais saupoudrer sur mon gâteau. J'envoie le gâteau au four pour 1 heure. Les rhubarbes qui poussent dans nos jardins actuellement et celles qu'on achète dans les pépinières, ce sont des variétés qui sont hybridées, c'est-à-dire qu'elles ont été croisées génétiquement pour faire un produit plus grand et plus sucré. À ce jour, on connaît 47 variétés de rhubarbe comestibles dans le monde. Ici, au Québec, on retrouve surtout la Victoria, la Valentine et la Canada Red. Ça fait 1 heure que mon gâteau est dans le four, alors je pense qu'il est prêt. C'est tellement parfait. Et voilà, le dessert est servi. La rhubarbe fait partie de la grande famille des Polygonacées. C'est une grande famille qui inclut 51 espèces. Et de ces 51 espèces-là, il y a 1200 variétés de plantes différentes. Alors, la rhubarbe
fait partie de la variété des rhumes, qui est une herbacée. Les polygonacées poussent sur la planète en zone tempérée et ce sont tous des vivaces si et seulement si elles sont dans leur région acclimatée. Vous savez, quand je fais ces émissions-là, j'aime ça vous donner des recettes où est-ce que vous êtes confortable ou que vous dites que c'est naturel de faire un gâteau à la rhubarbe. Mais là, j'aime aussi vous offrir des recettes qui vous sortent un petit peu de votre zone de confort, qui vous sortent un petit peu de ce que vous êtes habitué. Alors aujourd'hui, je vous propose un poulet à la rhubarbe. Alors pour cette belle recette-là, vous allez avoir besoin de 1 livre de poitrine de poulet en gros cubes, 1 livre de rhubarbe en tronçons d'1 pouce, 1 botte d'oignons nouveaux ou d'échalotes, 4 cuillerées à soupe de sauce soya, 2 cuillerées à soupe de moutarde à l'ancienne, 2 cuillerées à soupe de miel, 1 cuillerée à table de base de poulet, de l'eau, du sel et du poivre. Première étape, on dépose le poulet dans un sac de type Ziploc. On envoie le miel. On envoie la moutarde de Dijon. Et je termine ça avec la sauce soya. On ferme le sac pour enlever le maximum d'air. Et on referme bien comme il faut. Et là, on va mélanger tout ça pour que ça nous fasse une belle marinade. Et on envoie ça au frigo pour minimum 1 heure. C'est sûr que quand on travaille le poulet, il faut faire attention à la contamination. Alors, quand vous travaillez la volaille et toutes les viandes, vous faites attention de bien nettoyer vos couteaux, désinfecter vos espaces de travail pour être sûr de ne pas empoisonner personne. Dans une grande poêlonne, vous allez mettre de l'huile, la faire chauffer un petit peu, ajouter les oignons, faire revenir ça 1 minute. Ensuite, vous ajoutez toute la rhubarbe, un petit peu d'eau pour qu'il y ait de l'eau jusqu'à la moitié de la rhubarbe et on laisse cuire ça pendant 5 à 10 minutes. Si à la maison, vous avez un plant de rhubarbe puis que vous trouvez qu'il est moins beau depuis une couple d'années, bien, c'est pas difficile de lui donner un petit coup de fraîcheur. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le déterrer, de le diviser et de le réenterrer. Puis l'autre partie, bien, vous la donnez à un ami. Il y a des jardiniers qui vont vous dire de couper la fleur. Il y a d'autres jardiniers qui vont vous dire de garder la fleur parce qu'elle est tellement belle. En fait, pour ce que ça change, c'est-à-dire pas grand-chose, vous faites comme vous souhaitez. Vous coupez ou vous ne coupez pas, mais votre rhubarbe va toujours être bonne. C'est sûr que quand on veut conserver ces plants vigoureux, ce qu'on fait, c'est qu'on n'en prend pas plus que le 2/3 de notre rhubarbe pour que le plant reste vigoureux d'année en année. Quand la rhubarbe elle est bien compotée, alors je vais ajouter ma base de poulet. Et j'ajoute mon poulet au complet avec la marinade. Allez, hop. Et dedans. Je vais mélanger et je vais laisser cuire au moins 10 minutes pour que le poulet soit bien cuit. Vous servez ça avec un beau riz basmati et du brocoli en accompagnement et l'affaire est ketchup.
C'est au printemps qu'elle est la meilleure, la plus tendre et la plus sucrée, mais on peut l'accueillir tout au long de l'été jusqu'à l'automne. Vous savez que les feuilles de rhubarbe ne sont pas comestibles. Par contre, si vous faites bouillir vos feuilles de rhubarbe, ça fait un excellent insecticide contre les pucerons. Et si vous mettez les feuilles de rhubarbe dans le compost, bien, le phénomène du compostage adore la rhubarbe parce qu'elle accélère le phénomène du compostage. Alors, pour notre petite salade à la rhubarbe, on a besoin de 2 cuillerées à table d'huile végétale, une poignée de haricots verts ou de pois mange-tout, une tige de rhubarbe tranchée en tronçons de 1 demi-pouce, 2 cuillerées à table de miel ou de sirop d'érable, de la verdure de votre choix, un demi-poivron de couleur, un quart d'oignon rouge ou d'oignon blanc, un quart de tasse de noix de Grenoble et un quart de tasse de fromage feta émietté. Pour la vinaigrette, un quart de tasse d'huile végétale, 2 cuillerées à table de vinaigre de vin balsamique, cidre ou framboise, 2 cuillerées à table de sirop d'érable ou de miel, une demi-gousse d'ail, de l'estragon frais si vous en avez, du sel et du poivre. Pour la salade à la rhubarbe, c'est vraiment simple. Dans un pot avec un couvercle, vous allez verser tous les ingrédients de la vinaigrette et vous allez brasser ça bien comme il faut. On met l'huile. Je vais m'en garder un petit peu pour tout à l'heure. Le vinaigre, ici, j'ai du vinaigre balsamique aujourd'hui. Le sirop d'érable. Ensuite, l'ail. Et poivre, sel. Et pour terminer, quelques feuilles d'estragon. Moi, c'est une fine herbe que j'aime beaucoup, l'estragon. Et pour aller la chercher, on a juste à passer ses doigts sur les feuilles comme ça. Moi, je la mets entière. Je mets les feuilles entières, mais si vous voudriez, vous pourriez les hacher aussi. Dans un pot bien fermé, on brasse le tout. Et voilà pour la vinaigrette. Ensuite, dans une poêlonne, vous allez verser un petit peu d'huile et vous allez faire sauter les haricots 1-2 minutes tout au plus. Pour ceux qui vivent un peu plus en campagne, vous avez déjà certainement entendu parler de la rhubarbe du diable. Alors, le vrai nom de la rhubarbe du diable, c'est la grande barbane. Elle ne fait pas partie de la même famille que la rhubarbe comestible qu'on mange actuellement. Ça fait partie de la grande famille des astéracées, dont la laitue fait partie, dont les épinards font partie aussi. Sachez que la feuille de la grande barbane est comestible. Vous pourriez remplacer vos épinards, par exemple, par la feuille de barbane et ce serait parfait. La racine de la grande barbane se mange aussi. On le cuisine un peu comme les topinambours ou comme le salsifis ou comme le panais, c'est-à-dire qu'on peut l'ajouter à des sautés, on peut l'ajouter dans des purées aussi. C'est très bon, la racine de grande barbane, elle a un petit goût noisetté très, très intéressant. Alors, mes haricots sont bien frits. Je vais les déposer dans une assiette pour qu'ils tiédissent un petit peu. Et je vais reprendre la même poêle. Je vais remettre un petit peu d'huile dans ça et je vais faire sauter la rhubarbe. Ensuite, vous allez verser le sirop d'érable sur la rhubarbe et vous allez mélanger ça pour l'enrober bien comme il faut, histoire de la glacer. Réservez ça avec les haricots. On veut que ça tiédisse un peu avant de mettre ça sur la salade. Ensuite, pour la salade, bien, vous montez ça un petit peu comme vous voulez.
Moi, j'aime beaucoup le fromage feta, alors j'ajoute du fromage feta, des petits oignons rouges parce que j'aime le petit piquant, le poivron, les noix de Grenoble et je vais ajouter le bouillon de ce que j'ai fait revenir. Puis je vais m'ajouter les haricots, la rhubarbe. La rhubarbe va donner un petit kick intéressant parce que c'est acidulé. On arrose d'un petit filet de vinaigrette. Et le tour est joué. On a une belle salade pour dîner. Côté bienfait, la rhubarbe, bien sûr, elle contient beaucoup de fibres. Elle est très riche en oxydants. Elle contient de la vitamine A, de la vitamine B, de la vitamine C, de la vitamine E. Elle est riche en phosphore, en potassium, en calcium. Alors, c'est un très beau légume pour rehausser notre alimentation. En cuisine, on évite de cuire la rhubarbe dans un chaudron en aluminium ou en cuivre parce que vous allez voir que votre rhubarbe elle va prendre une teinte brune. Et ça, c'est à cause de l'oxydation, c'est-à-dire la réaction chimique entre l'acidité de la rhubarbe et le métal de votre casserole. À la base, la rhubarbe est un légume qu'on peut faire sauter. Et puis, nous, ici au Québec, on la mange surtout sucrée, très sucrée. C'est ce qui la rend un petit peu moins intéressante au niveau nutritionnel parce qu'on y ajoute beaucoup de sucre. Merci d'avoir passé la saison avec moi. Je vous invite à aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine où toutes les recettes qu'on a faites s'y retrouvent. Et je vous invite cet été à regarder L'été dans ma cuisine. Je vous reviens pour une petite émission estivale. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.